vous avez vos questions. Ouais. Donc Monsieur Soralnon fait un sujet sur Dieudonné. Dieudonné Mbala. Oui. D'accord. Donc Dieudonné Mbala. Vous le connaissez, comment vous le connaissez, la première fois que vous le rencontrez On s'est connus parce que j'avais écrit un texte sur lui dans mon abécédaire de la bêtise ambiante qui date de 2002, je crois, où je l'avais critiqué à l'époque en disant qu'il pratiquait un antiracisme assez primaire en s'attaquant au racisme des Français, alors que le fait qu'il soit un des comiques préférés des Français populaires dans un pays comme la France, alors qu'il était d'origine camerounaise, prouvait que les Français n'étaient pas très racistes, puisque sinon il ne serait pas une vedette en France. Et en fait, ce texte l'avait interpellé, il avait voulu me rencontrer. Et on s'est rencontrés. C'était à quelle époque? C'est en 2003, je crois, en 2003. Et on s'est rencontrés, on a discuté, on s'est assez bien entendu, parce qu'il a admis effectivement que... Je pense qu'il avait quand même déjà des doutes sur l'antiracisme institutionnel, SOS Racisme, etc. C'est ce qu'il m'a dit à l'époque. Il s'était déjà un petit peu frité avec Julien Drey. Et en fait, on a discuté, et la discussion lui a semblé intéressante. Et puis, voilà, ça s'est terminé là. Et ensuite, si je vous raconte la suite de l'histoire, c'est qu'il y a eu l'histoire de son sketch chez Fogiel, là, qui doit dater de 2003 peut-être. Et à un moment donné, on cherchait dans les médias des gens pour défendre Dieudonné par rapport à la déferlante qu'il a pris dans la gueule à partir du lendemain. Déferlante qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec une indignation populaire, puisque quand on a l'honnêteté de revisionner l'émission, personne ne s'est offusqué de ce qu'il disait sur le plateau, c'est visible. Voilà. Et à l'époque, j'intervenais souvent chez Paul Vermus, et Vermus m'a dit « Est-ce que tu veux bien défendre Dieudonné ?» Et j'ai dit oui, voilà. J'y suis allé, on s'est retrouvé sur un plateau, il y avait une dizaine de personnes. Tout ça, il y a des archives, si vous les regardez. Et le truc, ça a été, on ne peut pas rire de tout. On ne peut pas rire de tout, on ne peut pas rire avec n'importe qui. Et moi, j'ai posé la question, qui était la question clé, c'est oui, mais qui fait la liste? Et là, il y a eu un silence gêné. Et moi, j'ai surtout insisté sur, il y a des gens qui ont les moyens de faire des listes en France, et c'est toujours les mêmes d'ailleurs, et d'autres pas. Et c'est comme ça qu'a commencé ma diabolisation et mon ostracisation, en réalité. Avec le soutien de Dieudonné, en soutenant Dieudonné. En soutenant Dieudonné, bien sûr. Puisque j'intervenais aussi aux grandes gueules de RMC, et j'ai défendu Dieudonné aussi sur RMC, et notamment il jouait au Zénith, je crois, et donc j'ai dit allez le voir au Zénith pour juger par vous-même du contenu de ses spectacles. Et le lendemain, j'ai été débarqué de l'émission de RMC, voilà, par le patron. Pareil, vous pourrez retrouver son nom, moi j'ai oublié, mais je crois qu'il était membre de la communauté organisée. Voilà. Du coup, à ce moment-là, vous devenez amis, il vous contacte. À ce moment-là, comme je suis diabolisé et boycotté aussi comme lui, fatalement, ça crée une solidarité, quoi. Donc je prends l'habitude de le défendre parce que j'estime que c'est totalement délirant. Surtout à un certain moment, il y a une chronique de Bernard-Henri Lévy dans Le Point qui en fait le fils naturel de Le Pen et peut-être même d'Hitler après. Donc à partir de ce moment-là, je trouve tellement scandaleux qu'un antiraciste qui avait mené un combat permanent contre le Front National, dès lors où il applique son antiracisme à Israël, se fasse massacrer, non pas comme antisioniste d'ailleurs, mais comme raciste, néofasciste, etc. Et je détricote, je dirais, j'analyse en tant que journaliste sociologue, l'espèce de machine qui s'est mise en branle contre lui. Et je dis c'est bien la preuve qu'il y a un problème en France, mais le problème c'est pas Dieudonné ou le racisme, c'est la toute-puissance de la communauté juive organisée qu'à l'époque on appelle communauté sioniste, parce que c'est comme ça c'est le marqueur en fait pour la déterminer, c'est qu'elle fait passer les intérêts d'Israël avant les intérêts de la France, et qu'elle est dans une logique très proche de la logique du Likoud, quoi. Et j'ai dit c'est ça le problème. Et en fait, on m'a conseillé de ne pas trop répéter cette analyse, que ça me vaudrait des ennuis, et tous mes ennuis en fait sont venus de là, du fait que j'ai continué à répéter cette analyse qui me semblait juste et fondée, et c'est pour ça que j'ai eu tous mes ennuis. Mais alors du coup, ma question de départ c'était, à partir de ce moment-là, vous devenez amis, vous commencez à travailler ensemble, vous vous voyez régulièrement, ça vous rapproche? On n'a jamais été amis, ni on a travaillé ensemble, on échange, on échange et on se soutient, je dirais, à des moments précis. Mais il n'y a pas de fusion. Dieudonné ne touche pas tout à fait les mêmes gens que moi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un comique, moi je ne suis pas tout à fait un comique. C'est un type qui vient de l'antiracisme, du mondialisme, on va dire de la gauche libertaire en réalité. Alors que moi je viens de la gauche plutôt marxiste-léniniste au départ, et je me suis rapproché
du nationalisme. Donc en fait, on n'a pas tout à fait la même vision du monde et les mêmes clients. Par contre, on est persécuté par les mêmes. Voilà, c'est ça l'idée. Et à un moment donné, en plus, il y a quelque chose d'assez élégant, c'est qu'un Français de souche et qu'un Français de branche se soutiennent contre une violence commune, puisque finalement la France Black Blamber, c'est nous. C'est moi, Dieudonné et d'autres, Salim Laïbi, Kamel Béchik. Et c'est ça, je pense, qui gêne le pouvoir, entre guillemets. Parce que maintenant, vous avez vu qu'on est passé à une déclaration de guerre par le ministre de l'Intérieur. Hein. C'est Manuel Valls qui nous déclare la guerre, entre autres. Donc on est dans une solidarité, je dirais, taquine. Et c'est vrai que de temps en temps, on se montre ensemble. Mais en fait, moi, je fais égalité-réconciliation. Lui, il fait la main d'or et ses spectacles. Et nous n'avons pas fusionné, hein. Voilà ce que, comme je vous le dis. Est-ce que vous allez voir ces spectacles et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous fait rire? Est-ce que vous le trouvez drôle? Alors je vais voir tous ces spectacles, bien évidemment, depuis 2004, je crois. Et il me paraît évident et certain que c'est le comique le plus drôle de France, le plus talentueux, et que c'est même le seul comique tout court, parce que c'est le seul qui ose aborder les sujets sur lesquels on peut faire produire un rire grinçant. Aujourd'hui, les bedos sont devenus complètement consensuels, Desproges est mort. Je pense que Coluche aujourd'hui serait sur la même ligne que Dieudonné s'il avait vécu, c'est mon avis. Et en fait, les gens, je pense que beaucoup de gens ont compris, et c'est ça qui inquiète le système, que Dieudonné est le meilleur comique de France, d'abord par son talent, mais aussi parce qu'il touche des sujets réellement risqués, et que c'est là où c'est quand on se met en danger qu'on peut vraiment produire un rire explosif, et que les autres n'osent pas y aller par trouille. Et c'est cette question-là qui commence à être très gênante, c'est de quoi les gens ont-ils peur aujourd'hui? Et on voit qu'ils ont tous peur de la même chose, peur de se faire traiter de fasciste, de se faire traiter de nazi, de se faire traiter de raciste, et bien sûr, au-dessus de tout, de se faire traiter d'antisémite. Et que chaque fois qu'un comique essaye de se rapprocher de Dieudonné pour être un peu performant, et montrer qu'il a une espèce d'indépendance d'esprit, on l'a vu avec Toen récemment, il a fait un sketch d'ailleurs assez raté, et immédiatement il s'est pris la communauté juive organisée, et il a été obligé de faire ce qu'on appelle sa teshuva, de demander pardon, il s'est ridiculisé, humilié, il m'a d'ailleurs craché dessus, ça fait partie des rituels obligatoires maintenant, et il n'a pas été drôle, il n'a pas été courageux, et je pense qu'il a compromis son avenir. Et là on est dans le contexte actuel, donc oui, pour vous répondre, Dieudonné est le comique le plus drôle de France, il est même plus qu'un comique aujourd'hui, il est devenu un comique et un politique, mais au bon sens du terme. Et il est, je dirais, d'une certaine manière, il est sorti de l'histoire stricte du spectacle pour rentrer dans l'histoire de France d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il mène un combat atypique, nouveau, moderne, c'est du gramschisme point, je sais pas comment on dit là, point 2 là. Et ça sera, je pense que les historiens étudieront la séquence, et la séquence Dieudonné-Soral comme quelque chose de très intéressant d'un point de vue de la politique et de l'invention d'une autre façon de faire de la politique. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'on se rejoint, lui et moi. On fait de la politique différemment. Bah justement, c'était ma question suivante. Oui. Voilà, ces spectacles, c'est pas, enfin, ça dépasse le cadre du spectacle, comme on vient de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu aussi un homme politique? Comme je viens de vous le dire, c'est une manière différente de faire de la politique, mais un vrai comique fait toujours de la politique. Coluche, quelques temps avant sa mort, commençait à faire de plus en plus du comique sérieux, c'est-à-dire du comique sur des sujets qui ne sont pas de la gaudriole ou des sujets convenus, et il commençait à se mettre un peu plus en danger, Coluche. Et d'ailleurs, il est mort. Hein. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais je pense que si Coluche avait continué, à un moment donné, on veut se renouveler, les comiques vont toujours vers le sérieux. Ça peut les rendre ridicules comme Bedos quand ils n'ont ni le courage ni le niveau, parce qu'ils finissent par traiter Marine Le Pen de Hitler, ce qui est quand même ridicule. Mais de toute façon, la tentation du comique, qui au début est là pour faire rire, c'est un animateur de noces et banquets, en période télévisuelle, et puis en général, il commence très jeune, donc avec très peu de culture politique, et puis quand il avance dans la vie, il commence à amener des sujets plus sérieux. Desproges était le meilleur exemple. Desproges prenait beaucoup de risques sur ces sujets. Quand vous voyez qu'il ose commencer les spectacles par il paraît que des juifs se sont glissés dans la salle, et des choses comme ça. Enfin, aujourd'hui, ça serait même inconcevable. Et Dieudonné est un vrai comique. Là, ça renvoie à Molière. Pour être un vrai comique, il faut attaquer un peu le pouvoir et prendre des risques par rapport à lui. Et quelque part, il y a une continuité entre Molière, son talent par rapport à l'époque et ses ennuis, et Dieudonné, qui a été aussi le comique préféré du système à l'époque. Il était le comique de l'année, avec le prix du meilleur comique de l'année, etc. On voit quand on regarde les vidéos, les gens qui viennent dans sa loge après ses spectacles, à l'époque de Cocorico, je crois, comme ça, où il y a tout le show business, et même toute la politique de gauche qui vient le féliciter comme le comique le plus drôle, le plus courageux. Puis on voit à un moment donné, quand il continue dans sa logique antiraciste, finalement, à pointer du doigt le racisme israélien contemporain, que là, le système lui saute à la gorge, exactement comme Molière à un moment donné qui est en disgrâce et obligé de prendre la tangente. Et
l'exceptionnalité de Dieudonné, c'est qu'au lieu de se soumettre, de demander pardon et de s'écraser, comme l'a fait un Bigard, mais qui du coup a disparu, Bigard a disparu en réalité, Dieudonné ne s'est pas soumis. Il a fait un spectacle inouï qui s'appelle Mes excuses. Il commence par pardon au peuple élu, etc. Et ça, c'est quelque chose d'inouï, effectivement, qui demande un très très grand courage, et aussi un très grand talent, parce qu'il n'est jamais tombé dans l'aigreur, la haine, il est toujours resté très drôle, et en réalité toujours resté très moralement très juste. Hein. Il n'est jamais en réalité tombé dans ce qu'on appelle l'antisémitisme, c'est pas vrai. Il a toujours critiqué les communautarismes dans leur ensemble, il s'est moqué aussi bien des musulmans, que des catholiques, que des profs, que même des Africains, des Antillais, des Africains d'Afrique. Il fait tout le boulot, mais la seule communauté qui lui interdit de rire et de la critiquer, c'est la communauté juive organisée. Parce qu'elle en a les moyens, et qu'elle a cette espèce de raideur par rapport à la critique. Elle ne supporte pas la critique. Toutes les autres communautés, y compris les musulmans, qu'on montre comme soi-disant très durs à la critique, quand c'est Charlie Hebdo, je le comprends, parce que c'est de l'injure pure et de la provocation, mais Dieudonné est allé très loin dans son humour sur les musulmans, et les musulmans ne lui ont jamais reproché. Et c'est quand même, pour moi, ça c'est la réalité, c'est le constat. Voilà. Et malheureusement, ce constat, c'est ce que vous devriez faire, vous, les médias, et il s'est passé quelque chose qui fait que, sur le sujet Dieudonné, les médias sont passés dans la propagande de guerre au service du CRIF, hein, je dirais comme ça, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que, petit à petit, c'est les médias qui se disqualifient. Ils n'arrivent pas à disqualifier Dieudonné, c'est eux qui se grillent, et qui perdent de l'audience de plus en plus. Et vous verrez là, Je suis prophète, Canal+ a osé attaquer frontalement Dieudonné. Les jeunes pensent que Canal+ est une télé branchée, humoristique et transgressive. Ils vont perdre énormément d'audience à s'en être pris à Dieudonné. Je vous en mets mon billet. À quoi est dû, selon vous, le succès actuel de Dieudonné? Parce qu'il dit la vérité. Il y a en France une dérive totalitaire aujourd'hui qui, au nom au départ de la lutte contre le fascisme, un fascisme sans fascisme, au nom de l'antiracisme et de la défense des minorités, est devenue une dictature du politiquement correct, instrumentalisée par ce que j'appelle la communauté juive organisée, et qui n'est pas les juifs du quotidien, c'est-à-dire par le CRIF, dans les intérêts exclusifs d'Israël, vous voyez. Et comme Israël est le dernier état d'apartheid du monde, ça tombe bien, on peut en parler, puisque là je vois qu'on commémore Nelson Mandela, et personne n'a jamais osé dire que le boycott de l'Afrique du Sud s'est fait pour des raisons exactement similaires à ce qui devrait se faire pour Israël. Or aujourd'hui, la justice française condamne les gens qui essayent de boycotter Israël, alors qu'à l'époque, il était interdit de soutenir l'Afrique du Sud. Et on est dans un dysfonctionnement total sur le plan des valeurs républicaines, démocratiques, à cause de la très grande influence du lobby sioniste sur la France. Et quand je dis lobby sioniste, j'appelle ça le lobby de la communauté juive organisée, qui se détermine par son sionisme inconditionnel, et pas un sionisme likoudzik, non, je veux dire un sionisme des kibbutz des années 70, qui est un sionisme d'extrême droite. Et ce qui est insupportable, c'est que les mêmes personnes qui critiquent le Front National de Marine Le Pen, qui serait à gauche de Clémenceau aujourd'hui en politique, sont des soutiens inconditionnels d'Israël, qui est l'extrême droite de l'extrême droite mondiale. Hein. Les yeux dans les yeux, personne ne peut le nier. Et ce dysfonctionnement total commence à être compris par les masses. D'abord parce que ça se voit, et puis parce que Dieudonné, des gens comme moi, le montreront. Donc on a énormément d'ennuis parce qu'on le montre, mais en même temps énormément d'adhésion populaire, et on sent un effet de panique. Et un effet de panique qui fait qu'aujourd'hui vous venez m'interviewer, alors que je suis boycotté par les médias les médias officiels depuis 2005 à peu près, 2004-2005. La preuve que non, je suis là pour vous interviewer. Oui, mais vous êtes là parce qu'il faut gérer le problème. C'est pas vous n'avez pas décidé. Moi, je gère pas le problème. Je vois que cette personne a du succès, que personne n'en parle. Du coup, je vous pose des questions. Vous n'êtes pas autonome. Vous travaillez pour un média qui s'appelle BFM, qui n'est pas tout à fait un média libertaire, ni sur ma ligne. Je viens pas défendre quoi que ce soit. Je vois qu'une personne a du succès, qu'on n'en parle pas. Votre direction vous donne le droit de venir m'interviewer, alors qu'avant, le mot d'ordre était rien sur Soral. Je suis journaliste professionnel depuis bien avant vous. J'avais ma carte de presse pendant des années, à partir je crois, 1990. Je sais comment ça marche. Aujourd'hui, on vous a autorisé à venir m'interviewer. L'année dernière, si vous avez dit on va interviewer Soral, c'est non, rien sur Soral, il n'existe plus. Or aujourd'hui, cette stratégie de Dieudonné n'existe plus. Rappelez-vous, le texte de BHL, c'était il n'y aura plus personne au spectacle de Dieudonné. Dieudonné ne fait plus rire personne. Ce qu'a encore répété Manuel Valls la semaine dernière. Ce qui est une diffamation et un mensonge éhonté. Dieudonné est le plus gros marchand de billets de spectacles vivants de France. Moi, je fais best-seller sur best-seller. Je vends 6 fois plus de livres que Bernard-Henri Lévy, depuis déjà au moins 4 ou 5 livres. Donc aujourd'hui, vous êtes là aussi parce que vous devez gérer un mensonge énorme qui ne peut plus simplement se gérer par une chape de silence ou par ce qu'on appelle la stratégie de l'édredon. Vous voyez ? C'est-à-dire que ne pas donner la parole à Soral, qui s'est donné lui-même la parole par Internet, c'est encore pire que de la lui donner. J'ai pas l'impression que Dieudonné soit en train de faire la une de tous les médias actuellement.
et d'être le suiveur qui vient... Non, D'accord. il est Vous à faites la... pas la une du Parisien tous les matins, vous voyez pas un sujet Il est en Non, permanence, donc- il est en permanence dans les médias, Dieudonné, en permanence. Je veux dire, quand un ministre de l'Intérieur commence son discours en disant il faut sauver la République en se battant contre ce qui la menace, et il dit Dieudonné et Soral, dans des discours, quand on organise des espèces de cérémonies PS de lutte contre le racisme, où défilent à la barre des gens qui m'attaquent comme Fourest au théâtre du Rond-Point, alors que je suis un marginal qui fait des vidéos sur un canapé Ikea sur Internet, c'est la République qui se pose le problème de dissidents qui commencent à les gêner. Ça ressemble beaucoup à la période de l'URSS sous Brejnev, où à un moment donné, les dissidents qu'on avait envoyés au goulag, enfin métaphoriquement en hôpital psychiatrique, on n'arrivait plus à gérer le problème par le silence et la violence et la menace, parce que j'ai eu droit à tout ça, hein, vous le savez, agression physique, contrôle fiscal, procès, boycott, et ça ne suffit plus. Donc les médias dominants, vous n'êtes pas le seul, là, j'ai une demande de complément d'enquête, ce qui est assez ironique, pour une interview. On voit que Rue 89 fait un sujet tous les 3 jours sur égalité-réconciliation, sur notre économie, sur notre clientèle, etc. etc. Tout ça n'arrive pas par hasard. Hein. Rue 89, alors, vous le savez, c'est les médias mainstream, hein. C'est le Nouvel Obs, etc. etc. Qu'est-ce qui dérange selon vous dans ce succès dans le fait que voilà, les vidéos de Dieudonné soient extrêmement regardées. 3 millions les vidéos de Dieudonné. Moi je fais 200 000 sur des vidéos très techniques, très longues, très intellectuelles entre guillemets. Ce succès de Dieudonné, pour revenir à lui, en quoi il dérange? Il dérange parce que Dieudonné produit une critique radicale des dysfonctionnements du système qui est vraie et qui de plus en plus par son talent est comprise comme vraie par des gens de plus en plus importants. Quand ça touche que des marginaux ou une petite élite, le système ne s'en inquiète pas, mais là il y a un effet de masse, notamment la quenelle. La quenelle, quand on voit des gendarmes, des pompiers, des militaires, des étudiants, le petit peuple faire des quenelles à tout va, et que cette quenelle est un geste d'insoumission aux gens qui ont voulu soumettre Dieudonné, le pouvoir s'inquiète, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble aussi au bonnet rouge sur le plan syndical, c'est-à-dire quelque chose de pré-insurrectionnel, mais pas de manière violente en plus, par l'ironie, par le comique, par la dérision, ce qui est une dissidence d'une nouvelle forme. Et je suis fier que les Français, qui ont toujours été des novateurs en politique depuis la Révolution française, aient inventé cette forme moderne de dissidence et d'insoumission, qui est la dissidence Dieudonné, c'est-à-dire par l'humour, la moquerie, et pas par la violence, la haine, etc. De ce point de vue-là, les gauchistes sont des ringards totaux. Ils sont encore sur l'antifascisme, comme si Hitler voulait renvers la Pologne, en nous faisant croire que... Imaginez le raccourci aujourd'hui du pouvoir, c'est dire Dieudonné, c'est Hitler. Comme si Dieudonné voulait réenvahir la Pologne et réduire Stalingrad en cendres. Quand on en arrive à ce genre de propagande stupide, on se ridiculise. Et aujourd'hui, c'est que la stratégie du pouvoir est ridicule. Et les gens, je pense que le prince a horreur que le peuple ricane. Vous voyez, c'est insupportable pour lui. Il préfère à la limite être insulté d'une certaine manière ou diffamé. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'on en est. On fait rire sur le dos du pouvoir. Voilà. Et ça, je pense que c'est très inquiétant parce que les professionnels de la communication du système n'ont jamais géré ce genre de problème. Ils savaient gérer Jean-Marie Le Pen, qui avait déjà une dimension comique, mais qui était moins prononcée. Et Dieudonné, ils ne savent pas, ils sont en panique. Alors ils essayent de faire du contre-comique ridicule, en ayant fabriqué du Eboué, du rions tous contre le racisme, mais il n'y a pas de talent, ça fait rire personne. C'est l'équivalent du prix Jdanov à la période de l'URSS. Et effectivement, ils ont un gros problème avec un diseur de vérité qui est Dieudonné, parce que je ne vais pas parler de moi là, qui en plus dit des vérités par un moyen nouveau, qui est la dérision, la drôlerie. Et le pouvoir est effectivement très perturbé par ce succès massif, de masse, parce que la réalité est là. Vous parliez de Coluche, des proches. Dieudonné, dans ses spectacles, il est quand même énormément question d'Israël, des Juifs, de la Shoah. Est-ce que c'est son fond de commerce? Est-ce que c'est idéologique? Est-ce que... on en parle beaucoup plus que d'autres thèmes. Vous dites, il se moque de tous les racismes. C'est pas vrai. Son dernier spectacle, on a été le voir, Le Mur, il en est plus question que d'autres racismes. Déjà, il faut nous expliquer que l'antisionisme est du racisme. Moi, je pense que c'est de l'antiracisme, et c'est là où les gens ne sont pas totalement idiots. C'est le pays de Descartes, la France. Quand quelqu'un dit « nous sommes le peuple élu », cette terre est la nôtre parce qu'elle nous a été promise dans un livre qu'on a écrit nous-mêmes il y a 2000 ans et qu'on chasse des pauvres Palestiniens. Quand on fait plomb durci, parce que excusez-moi, plomb durci, c'est tuer au phosphore blanc des enfants et des femmes dans un énorme ghetto qui est le plus grand ghetto du monde qui s'appelle la bande de Gaza, sous Coluche et sous des proches, on n'en était pas arrivé à cette radicalité d'extrême droite
de l'État sioniste. Il y avait encore une gauche israélienne, il y avait encore une ambiguïté sur les accords, on n'avait pas encore assassiné, comment il s'appelle, Rabin. Vous voyez, c'est que l'évolution de Dieudonné correspond exactement en parallèle à l'évolution de l'État d'Israël, qui est devenu l'État d'extrême droite absolu. Mais ça veut dire que c'est la préoccupation principale aujourd'hui pour un politique ou pour un humoriste? Eh ben, il y a deux choses. Le problème du sionisme, c'est la façon dont finalement le lobby sioniste français a la haute main sur la politique française et les médias français et donne des ordres, sanctionne et punit en fonction de l'alignement sur la politique israélienne ou pas. On vient d'avoir un président de la République de gauche, socialiste, qui est allé se prosterner devant Netanyahou. C'est pas se prosterner devant la gauche israélienne, devant Shlomo Sand. Netanyahou, c'est l'extrême droite de l'extrême droite. Vous voyez ? Donc il y a un vrai problème. Et un comique traite les problèmes. Or aujourd'hui, le problème, c'est pas l'antisémitisme en France, c'est la toute-puissance du lobby sioniste sur la France, sur la politique et les médias. Aujourd'hui, c'est le problème numéro 1 aujourd'hui. C'est un des problèmes, et sinon il y a la crise économique, bien sûr, ce qui est c'est plus dur à traiter d'un point de vue comique, hein, il faut toujours dire. Et puis il y a tous les problèmes que traite Dieudonné, le communautarisme, le mariage pour tous. Le spectacle parle beaucoup du mariage pour tous, là c'est plutôt le lobby homo, la question du lobby. En fait ça touche tout ça, ça touche une question que j'ai montré du doigt il y a déjà 10 ans, c'est les communautarismes victimaires qui deviennent des minorités agissantes, qui font pression sur la République pour obtenir des privilèges communautaires face à finalement une masse amorphe qui est la majorité silencieuse. Vous voyez ? Or la réalité c'est qu'on nous fait croire qu'il y a des minorités en danger en France, menacées par la majorité, qui aurait tendance d'ailleurs à voter de plus en plus Front National, alors qu'en fait il y a une majorité silencieuse qui subit une énorme pression par le chômage, par la fiscalité, hein, par le système, et qui subit en plus une agression symbolique permanente de minorités agissantes qui, au nom des droits des homos, des droits des juifs, des droits des musulmans, arrêtent pas de faire dysfonctionner la République, qui normalement est une et indivisible, hein, et met à mal l'universalisme républicain. Or aujourd'hui, les gens qui devraient tenir ce discours ne le disent plus, parce qu'ils ont été chassés des médias, souvent justement parce qu'ils avaient osé parler de la cause palestinienne. On voit bien que c'est les gens qui parlaient sérieusement de la question palestinienne, qui est au cœur du débat français, parce que la question d'Israël, c'est une question de la France. C'est un État colon européen qu'on a imposé aux Palestiniens, nous les Européens et nous les Français. Et je veux dire, on voit bien que tous les hommes politiques français, on voit que Madame Hidalgo qui se présente à l'élection de Paris vient de dire qu'elle aimait Israël, que c'était un pays qu'elle adorait, que c'était une démocratie. La question c'est pourquoi un politique ou un homme de médias français, dès qu'il veut avoir une dimension nationale, est obligé d'afficher son soutien et sa soumission à l'État d'Israël de Netanyahou. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est le sionisme qui s'est mis au cœur de la République. Et à un moment donné, ne pas voir cette question-là, c'est ne pas voir l'éléphant assis au milieu du salon. Vous voyez ? Et Dieudonné a le courage de ne pas détourner les yeux sur ce sujet, et c'est pour ça que c'est le comique le plus respecté de France, parce que les autres rêvent d'en parler, mais savent qu'en parler, c'est se marginaliser, c'est avoir des ennuis. Et tous ceux qui ont essayé, on le voit avec Bigard sur le 11 septembre, qui est un sujet d'ailleurs connexe. Parce que dès qu'on remet en cause le 11 septembre, on vous parle d'antisémitisme, et c'est les sionistes qui montent au créneau. Il faut voir pourquoi, d'un seul coup, les sionistes s'énervent qu'on pense qu'il y a peut-être une vérité cachée sous les attentats du 11 septembre. C'est bizarre, il y a des médiations à établir. C'est-à-dire qu'ils pensent que les sionistes sont impliqués. C'est comme ça qu'il faut poser les problèmes. Pour revenir à Dieudonné et du coup peut-être à votre relation, on parle beaucoup de la quenelle en ce moment. Oui. Ça vient d'où? Vous l'avez, vous revendiquez entre guillemets tous les deux à la genèse de ce Non, geste. pas tous les deux, c'est Dieudonné qui est un comique, donc lui, moi c'est plutôt l'analyse, mon travail, hein, l'analyse politique, le concept, et lui à un moment donné, il a fait ça, quoi, genre, ce qui est un geste assez vulgaire, hein, mais qui est l'équivalent de ça. Hein. En fait c'est un bras d'honneur à la Dieudonné, et c'est un geste d'insoumission au système. Et les gens ont parfaitement compris comme ça. Et comme les gens en ont marre de la violence du système, parce qu'il y a à la fois une crise économique qui crée une souffrance, une sensibilité, et en même temps une chape de plomb du politiquement correct, habillée de la défense des minorités avec l'antiracisme institutionnel et l'antifascisme institutionnel, qui sont complètement dysfonctionnels, on voit très bien aujourd'hui, que pour que des gens qui se réclament de Netanyahou, c'est-à-dire d'un fasciste authentique avéré, hein, traitent de fasciste un comique métis franco-camerounais, ça s'appelle l'inversion totale des valeurs. Et je vous dis, la France, c'est le pays de Descartes. C'est un pays qui a un haut niveau quand même de culture et de logique. Donc on ne peut plus faire croire aujourd'hui que la gauche, c'est Netanyahou et l'extrême droite, c'est Dieudonné. Hein. D'un seul coup, il y a un type qui se réclame de Jabotinsky, c'est-à-dire c'est un nazi juif, et qui tue des femmes et des enfants dans un ghetto qu'ils ont organisé avec du phosphore blanc. Et là, on va tous se prosterner devant lui. Et je dis bien tous, Hollande la semaine dernière, etc. etc. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas, Hollande ?
pourrait se poser la question. Hein. Et puis de l'autre côté, on a un comique de gauche antiraciste qui continue son travail jusqu'au bout d'antiracisme, qui dit aujourd'hui le racisme qu'il faut combattre, c'est pas celui d'Afrique du Sud, puisqu'il est tombé, c'est pas celui de la France, puisque vraiment il y a des dispositifs antiracistes en France d'une puissance inouïe, loi pour les veines, etc. C'est quand même ce racisme de la communauté, on va dire pro-sioniste française, qui ose quand même à un moment donné pratiquement afficher un suprémacisme racial ouvertement. Voilà. Et le geste de la quenelle, pour y revenir, c'est vous nous emmerdez, voilà, on n'a pas les moyens de faire autrement, mais on est dans un pays qui est la France, qui est un pays normalement de libre discussion, un pays d'humour. C'est pour ça que nous on vient de sortir un almanach. C'est un geste fasciste. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. C'est une question. Donc, moi je me rappelle que Clémenceau, c'était le geste de Clémenceau pendant la guerre de 14, ça, face à l'agression allemande, vous voyez. Donc, vous aurez beau essayer de faire croire aux Français que ça, c'est un geste nazi. Vous n'y arriverez pas, vous ferez... Parce que je fais rien croire du tout. Non mais ceux qui essayent de faire ça en ce moment, parce qu'ils essayent, et c'est d'ailleurs toujours pareil, c'est l'extrême droite sioniste qui essaye de le faire croire, c'est JSS, etc. Ils se ridiculisent un peu plus aux yeux des Français, et ils passent un peu plus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des menteurs professionnels. Voilà. Et c'est eux les fascistes. Tout le monde l'a compris, et plus ça va aller, plus les gens vont comprendre. Vous voyez ? Sur internet, il y a des blogs, des photos, avec des quenelles qui sont faites un peu partout, et il y a aussi des blogs qui répertorient des quenelles devant des synagogues. Et alors, c'est quoi le problème ? Je sais pas, pourquoi est-ce que faire une quenelle particulièrement rue de la Juiverie devant une synagogue, dans un parce que les gens ont compris que la communauté juive organisée était toute puissance en France, qu'elle tentait à devenir, je dirais, pratiquement dictatoriale, et que l'égalité citoyenne, la défense des opprimés et la compassion face à la souffrance des Juifs entre 1933 et 1945, ça n'a rien à voir avec se cacher derrière ça, pour rendre une communauté intouchable et incritiquable en France qui a déjà les pleins pouvoirs. Vous voulez qu'on regarde qu'on fasse de la sociologie statistique moi, en France ? On peut en faire. Quel est le message de faire le message, vous en avez fait une, il y a une photo là qui circule au mémorial à Berlin. À Berlin, exactement. Oui. Quel est le message ? Comment vous décririez le message, c'est vous commencez à nous faire chier, vous, la toute-puissance communauté juive organisée, dite communauté sioniste, à vous cacher derrière les morts de la Shoah, alors que les 3/4 n'a rien à voir avec cette histoire. Vous venez souvent d'Afrique du Nord, vous n'avez jamais été victime du nazisme, contrairement à nous, les Français qui ont subi 5 ans d'occupation, contrairement à moi, ma famille de résistance savoyard, et vous vous cachez derrière ça, en faisant de l'abus de morale et de l'abus de compassion, pour en fait justifier la politique israélienne que vous soutenez inconditionnellement, ça c'est la ligne du CRIF, et aussi une domination sur la France d'une communauté organisée, qui se voit de plus en plus en politique et dans les médias, qui sont les sujets les plus visibles, où finalement nous avons une surreprésentation d'une communauté, qui est de plus en plus difficile à justifier, et quand on pose la question à Elisabeth Lévy, et qui dit mais s'il n'y a pas assez d'eux, il y a trop de qui ? Et beaucoup de gens ont compris qu'effectivement il n'y avait pas assez d'eux dans les médias, effectivement, peut-être pas assez de noirs, peut-être pas assez de gens issus de la diversité, etc. Mais on a aussi remarqué qu'il y avait beaucoup trop d'eux. Et on a le droit de poser la question aujourd'hui. Et puis si on n'a pas le droit, ce droit on le prend, effectivement. Et la liste de Cohen me pose un problème, vous voyez ? À un moment donné, qu'il y ait une communauté qui représente 1% de la population, qui se retrouve à 40, 50, 60, 70% dans certains secteurs déterminants, pas chez les pompiers volontaires et les soldats de la troupe, vous voyez, et qui dicte sa loi à la France au nom des droits de l'homme et de l'égalité citoyenne, alors qu'ils se réfèrent eux à des textes qui sont totalement raciaux et inégalitaires, dans le pays de Descartes, ça ne peut plus passer, ça ne passera plus très longtemps. Vous voyez, la question que je vous pose, c'est d'où vient la toute-puissance de Bernard-Henri Lévy, dont tout le monde a dit depuis 25 ans que c'était un faux philosophe, un crétin, et qui a le pouvoir de déclencher des guerres, notamment en Libye. Et la guerre en Libye, c'est le chaos en ce moment de l'Afrique centrale, c'est le problème de Lampedusa. Vous voyez ? Donc moi, je n'ai pas de sang sur les mains, Bernard-Henri Lévy en a énormément de sang sur les mains, c'est un fauteur de guerre permanent. Or, si on prend Bernard-Henri Lévy et Jacques Attali aujourd'hui, un escroc revendiqué qui s'amuse dans des sketchs à parler de la vente du pantalon à une jambe aux crétins, chrétiens, christians, vous voulez, moi je le mets sur internet, donc si vous le faites pas, moi je fais le boulot, et il fait ça avec la kippa sur la tête. Quand des gens incarnent les caricatures de l'antisémitisme, c'est-à-dire le juif fauteur de guerre et le juif escroc et usurier, il ne faut pas s'étonner de la remontée de l'antisémitisme, il faut bien sûr s'en inquiéter, mais s'en inquiéter, c'est pas traiter Soral ou Dieudonné de nazi, c'est commencer à dire à une certaine communauté sioniste qu'elle est en train de mettre
en France, en danger les juifs du quotidien, parce qu'elle en fait trop, comme disait Général de Gaulle, dans le côté sûr d'elle-même et dominatrice. Voilà, c'est tout. Encore une fois, on parlait de la crise économique, par exemple. Il y a très peu de quenelles devant les pôles emploi ou devant les ministères. Voilà, on va lancer l'appel. Il faudrait que les gens fassent plus de quenelles devant les pôles emploi et devant les ministères. Mais je vous signale que... Vous me disiez, oui, voilà, c'est un geste anti-système. Mais écoutez, je vais vous dire un truc. Quand on fait une quenelle devant le pôle emploi, est-ce que vous pensez que les médias, les relais, non, les médias relais, quand il y a un pauvre troufion mais je vous dis qui a fait... Je vous dis que j'ai cherché sur internet et qu'il y a non, il y en a partout, des quenelles. Il y en a dans les hôpitaux, les machins, etc. Or, dès qu'il y a une quenelle qui est faite, par exemple, effectivement, devant une synagogue, d'un seul coup, c'est le tollé. Je vous signale par exemple que Taubira, à un moment donné, est traité de guenon par une petite fille, je crois, dans une manif, et par une 8e gâchette du Front National. On en fait une cause nationale. Quand le Canard enchaîné met Dieudonné comme avec une tête de singe et un tout petit cerveau, quand un juif suisse dit c'est un nègre, les médias ne montent pas au créneau. Donc en réalité, c'est le système médiatique qui surexpose dès que ça touche à la question juive ou à la question sioniste. Et du coup, ça donne un climat très délétère. Parce que moi, j'ai parlé de tous les sujets dans ma vie. Vous regardez mes bouquins, j'ai beaucoup critiqué le communautarisme féministe, gay, la logique du capital, etc. Mais j'ai aussi traité effectivement la question du sionisme et de la communauté juive organisée. C'est là-dessus que me sont venus tous mes ennuis. Et simplement, je n'ai pas accepté de me taire. Vous me parlez pratiquement que de ça. C'est vous qui êtes venu pour ça. Ah bah pas du tout, moi je suis... Vous voulez qu'on parle d'art contemporain? Je suis un spécialiste de l'art contemporain. Si vous voulez, il y a beaucoup de quenelles dans les musées devant les monochromes. Non, parce que c'est pas un sujet passionnant, mais c'est aussi un sujet que j'ai traité sur l'escroquerie de l'art contemporain. Mais vous êtes envoyé par BFM pour me parler de Dieudonné, de la quenelle, et de toute façon c'est la question. Et simplement, au lieu de botter en touche comme Nolo et de dire je ne comprends pas de quoi vous me parlez, ou il n'y a pas de problème, ou effectivement le problème c'est la remontée de l'antisémitisme, ou la résurgence du nazisme en France, il va bientôt réenvahir la Pologne, je peux pas dire ce genre de conneries, donc évidemment je vais là où il y a problème, je dénoue un nœud, voilà, donc je parle de ça parce qu'effectivement c'est ça qui pose problème. On a le droit de critiquer le capitalisme en France, on vous traite pas d'incitation à la haine sociale quand vous dites qu'il y a un problème avec la bourgeoisie dominante. Il n'y a pas ça. On a le droit de dire qu'on n'aime pas trop l'islam, que c'est une religion peut-être totalitaire. Moi c'est pas ce que je dis, mais on a le droit d'être islamophobe. Plein de gens l'ont décrété ouvertement aujourd'hui sans avoir de problème. Zemmour en fait son fonds de commerce, Finkielkraut aussi. Mais si vous dites aujourd'hui il y a un problème avec la toute-puissance communauté juive organisée qui fait passer les intérêts d'Israël avant les intérêts de la France, et Israël est aujourd'hui le dernier état d'apartheid en France, et c'est le plus vieux conflit du monde puisqu'il date depuis 67 ans, et c'est un conflit éminemment européen, puisque c'est nous qui avons imposé cette présence coloniale au cœur du monde arabe et du monde palestinien, et c'est une des causes de la déstabilisation du monde, parce que ça a des conséquences qui vont bien au-delà de la question israélienne, on en a parlé. Et ben, quand je me mets à parler de ça, évidemment, je parle d'un sujet dont personne n'ose parler, et immédiatement derrière, j'ai les foudres de toute la communauté organisée, des médias, etc. Cohen qui reproche à Telly de m'inviter alors qu'il m'invite depuis 2 ans, Askolovitch qui monte au créneau, JSS News qui maintenant fait des listes de délation pour que les gens qui ont fait des quenelles perdent leur travail, y compris quand c'est des quenelles faites à l'hôpital ou chez les pompiers. C'est-à-dire que là, c'est des gens qui, d'Israël, écrivent à la police pour que le petit peuple de France perde son travail quand il affiche son insoumission. Vous imaginez l'effet dangereux que ça peut avoir sur le dentiste juif de Bondy ou du 9-3 ? Cette stratégie est catastrophique. Mais il ne faut pas dire que c'est de ma faute. Non, il faut bien montrer, comment dirais-je, la chaîne de responsabilité. Le vrai problème en France, c'est pas Alain Soral ou Dieudonné. C'est la toute-puissance inexplicable, inexpliquée de Bernard-Henri Lévy. Il va falloir à un moment donné aborder le problème, et j'espère que les juifs intelligents vont finir par le faire. Ça serait ce qu'ils auraient de mieux à faire, plutôt que de faire croire que ça c'est un signe nazi. Vous voyez ? Parce que là ils sont très très mal, ils gagneront pas ce combat-là. Ça fait d'ailleurs 10 ans que ce combat-là ils le perdent face à Dieudonné. Depuis qu'ils ont déclaré la guerre contre Dieudonné, ils ne font que perdre. Dieudonné remplit les zéniths. Donc à un moment donné, qui montrent réellement qu'ils sont, comment dirais-je, un peuple supérieurement intelligent. Pour l'instant, ils ont, je dirais, au sens de leur élite, de leurs élites. Je ne parle pas du juif du quotidien, c'est comme quand je parle de la stratégie américaine, je ne parle pas du peuple américain. Quand je parle même de la stratégie israélienne, je ne parle pas du peuple israélien qui sans doute incarne toutes les diversités possibles. Moi je suis l'éditeur de Gilad Atzmon, il n'y a pas de problème. Quand on parle du problème de l'islam radical et d'Al-Qaïda, je ne montre pas du doigt le musulman du quotidien qui a travaillé toute sa vie chez Bouygues. Vous voyez ? Et c'est pareil, qu'on ne me fasse pas dire que je montre du doigt les juifs. Quand je dis les Américains, je parle du pouvoir américain, qui n'a rien à voir avec le peuple américain, et quand je parle de la communauté juive organisée, je parle du CRIF et de ses bras armés, dont la LICRA, etc. Jamais je ne fais l'amalgame avec le juif du quotidien. J'ai beaucoup de gens qui me rejoignent sur la critique du lobby communautaire issu, je dirais, de la diversité juive, car eux, cette maladresse et cette violence les inquiètent. Rappelez-vous la phrase de De Gaulle.
peuple sûr de lui-même et dominateur. Vous voyez. Aujourd'hui, la LICRA l'enverrait au tribunal hein, et essaierait de le faire condamner. Quand on essaye de faire condamner De Gaulle, au nom de Netanyahou, on est très mal positionné pour donner des leçons de civisme et citoyenneté française. C'est un message que je lance là, hein. J'espère qu'il va être entendu. Et la solution, c'est pas de diaboliser Soral un peu plus. Je suis une star en France et vous le savez. Si vous voulez, on va se balader dans la rue tout à l'heure, toutes les 5 minutes, quelqu'un vient me serrer la main. Hein, et c'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Dernière question, pour revenir sur Dieudonné, dernière. Est-ce que il y a une vraie conscience politique ou est-ce que c'est choqué parce que ça fait rire et qu'on rigole de tout et... Non, mais c'est une bonne question, je vais y répondre. Dieudonné touche des millions de gens, quand moi j'en touche quelques centaines de mille. Il y a chez Dieudonné la clientèle de Soral, qui comprend le message politique de Dieudonné, qui est celui que je viens de vous le dire dans toute sa complexité et sa globalité. J'espère que vous aurez l'honnêteté de garder ça, et c'est pour ça qu'on contrefilme l'interview, comme ça nous on mettra l'interview complète. Comme ça les gens pourront voir ce que c'est que les médias mainstream et la manière dont ils manipulent. Mais alors par rapport à ma question... il y a donc les gens qui comprennent exactement tout ce que veut dire Dieudonné, et c'est sans doute la même clientèle que la mienne, c'est 300 000 personnes on va dire, et puis des gens que ça amuse, et puis des gens qui comprennent inconsciemment, je dirais sans recourir au concept que Dieudonné est un diseur de vérité et que c'est un mec bien, un mec gentil, un mec sympathique, parce que c'est vrai, ça respire de sa personnalité, et donc il y a de tout. Il y a la quenelle farce et attrape, la quenelle noce et banquet, et puis il y a la quenelle ultra politique, qui est la mienne, vous voyez. D'ailleurs moi je vous signale que je viens de lancer un nouveau label justement qui est Bras d'honneur, vous voyez. Parce que comme j'en ai marre qu'on puisse dire que c'est un signe nazi et que je voudrais pas faire peur à des juifs honnêtes qui pensent réellement que je ferais ça par désir de résurgence du nazisme, c'est pas, je suis français moi, je suis pas allemand, faut qu'ils comprennent. J'ai été victime du nazisme et quand vous lisez Mein Kampf, le projet était hostile pour les Français. Hitler nous prenait pour des dégénérés, hein. On faisait pas partie du peuple élu, enfin de la race des seigneurs, hein. On faisait partie nous ni du peuple élu, ni de la race des seigneurs. Donc on a intérêt ni dans un camp ni dans l'autre. Donc maintenant je relance ce geste-là. Et ce geste-là, ça veut dire vous commencez à nous faire chier, on vous emmerde, mais c'est pas nos passaran ou je sais pas la violence antifasciste institutionnelle des petits mecs d'extrême droite qui sont des casseurs de gueule. Nous, on n'a pas de casseurs de gueule chez nous. Vous voyez, on se moque de vous. L'idée c'est on vous emmerde et on vous ridiculise. Voilà. Et on fera jamais plus. Donc la quenelle c'est fini, c'est le Bras d'honneur maintenant. Non, la quenelle c'est Dieudonné, puisqu'il vient de déposer la marque, vous le savez. C'est son business, on va dire aussi. Et Soral, évidemment. Il fait ça parce que ça, c'est pour lever l'ambiguïté, justement, je réponds à votre question. Si ça, vous pensez qu'il puisse y avoir une petite connotation nazie parce qu'il y aurait le bras tendu, même s'il est tendu vers le bas, comme je veux surtout pas qu'on puisse penser ça, et je veux surtout pas que des gens qui croiraient que c'est ça puissent se réclamer de moi, je fais ça, vous voyez. Ça, c'est le geste de Clémenceau dans les tranchées, vous voyez. Et ça, c'est très français, tout le monde sait ce que c'est, vous voyez. Voilà. C'est l'équivalent, sans ambiguïté. Très bien. On peut finir là-dessus. Merci à vous. Merci.